Donc bonsoir à tous, je m'appelle Pierre Ruet, je suis le président de la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région. Je suis très content de vous voir si nombreux ce soir pour cette conférence sur l'histoire de la monnaie et le Bitcoin. Alors je ne vais pas prendre la parole longtemps, je vais juste présenter l'association rapidement. Donc la Jeune Chambre économique, c'est une association qui est internationale de citoyens de 18 à 40 ans qui s'engagent pour leur cité et pour se former. Donc c'est les deux choses qu'on fait. D'un côté, faire des actions impactantes sur notre territoire. Par exemple, cette année, nous avons traité la thématique du handicap via une action qui s'appelait le Handi Show, une soirée pour mettre en avant des artistes en situation de handicap. Nous avons fait une action en avril qui s'appelait le Mois du Don pour fédérer une trentaine d'associations du territoire angevin autour de la solidarité et de faire en sorte qu'on réponde à leurs besoins, qu'on leur donne de la visibilité. Nous avons également fait une action sur l'alimentation locale et de saison dans le cadre du festival Food Angers, afin de sensibiliser autour d'un escape game sur ces thématiques-là. Donc tous les ans, on est sur des thématiques très variées. Nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir de l'impact sur notre territoire. Donc on est une centaine d'associations en France, dans 120 pays, et le seul critère pour y adhérer, c'est d'avoir moins de 40 ans. L'autre partie de notre association, c'est que les adhérents s'y forment tous les mois. Tous les mois, on organise des formations pour nous former sur des thématiques de développement personnel, de développement durable ou d'autres thématiques, parfois innovantes, parfois décalées. Et c'est le cas ce soir. On est sur une thématique plutôt innovante du coup que décalée. Et on a décidé de l'ouvrir, cette formation, cet atelier, à l'ensemble de ceux qui souhaitaient s'y rendre. Et voilà, en fait, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là. Je voulais remercier Claire, ma vice-présidente en charge des formations cette année, pour avoir organisé et porté cet événement en compagnie aussi de Morgane. Donc on peut les applaudir parce que c'est elles qui ont rendu ça possible. Voilà, puis Claire, du coup, je vais te laisser la parole pour présenter la soirée. Merci Pierre. Bonsoir à tous. Donc, comme expliqué Pierre, moi je suis vice-présidente en charge de la formation pour la Jeune Chambre économique d'Angers et sa région cette année. Ce soir, c'est une première pour nous. C'est la première fois qu'on propose ce format conférence à nos adhérents et à l'externe également. C'est un événement qu'on a co-construit avec Emmanuel Haro, donc consultant certifié crypto Bitcoin. C'est une première. Emmanuel qui aussi est là pour représenter l'association Anjou Bitcoin. Donc on est vraiment ravis de vous inviter sur ce format-là ce soir. Pour vous expliquer un petit peu le déroulé de la soirée, on va démarrer par un format conférence avec Emmanuel pendant environ 1 heure. Emmanuel qui va nous parler de l'histoire de la monnaie, de ses prémices jusqu'à l'arrivée du Bitcoin. Ensuite, on passera sur un format table ronde avec 4 invités qu'on remercie. On aura Alexandre Tchatchenko, Jacques Favier, Louis-Alexandre de Froissart et Valentin Demey qui du coup prendront part à cette table ronde. Et suite à ça, on vous invitera sur un format cocktail dînatoire pour qu'on puisse continuer les échanges. Je voudrais remercier nos partenaires sans qui nous n'aurions pas pu organiser cette soirée ce soir. Donc je remercie vivement Montaigne Conseil et Patrimoine, le Cercle du Coin, Anjou Bitcoin, En Direct Service, Cube 3 qui se charge de la diffusion ce soir et évidemment Luco que nous remercions pour nous accueillir ce soir dans leurs locaux. Je ne vais pas m'attarder plus, je vais passer la main à Emmanuel pour la partie conférence. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si le son c'est OK, c'est pas trop fort. Ouais, ça va. Bon, alors on y va. On est parti. Alors, décalé ou pas ou innovation, je ne sais pas, mais en tout cas, on va s'intéresser à la monnaie. Alors, pour l'introduction, du coup, juste reprendre une petite phrase qui est, en tout cas, affiliée à Henry Ford. Du coup, si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Cette phrase, vous allez peut-être vraiment la comprendre à la fin de la conférence. Pourquoi est-ce que cette personne citait cette phrase? Alors, des outils monétaires pour fonctionner dans un système économique, il y en a eu beaucoup. Ils ne sont pas tous représentés ici, mais là, on a une petite frise chronologique très rapide. Alors, on va partir des tables de crédit, on va en parler tout à l'heure. On va passer évidemment par les fameux coquillages, d'où le titre.
les coquillages, les monnaies type frappées avec de l'or, il y aura les perles de verre, on parlera des orfèvres, les pièces de monnaie, les chèques, cartes bancaires, PayPal, mobile monnaie, et enfin pour arriver jusqu'à Bitcoin. Est-ce que Bitcoin sera la fin des monnaies? Je ne pense pas, mais l'idée c'est de savoir qu'apporte Bitcoin par rapport à tout ce qu'on a connu par le passé dans les monnaies. Alors, si je vous avais demandé juste avant cette slide, qu'y avait-il selon vous avant les monnaies? Pour 95% d'entre vous, la réponse aurait été le troc. Alors, quand on s'intéresse à l'histoire de la monnaie, finalement, c'est pas aussi limpide que ça. Donc, par exemple, la phrase c'est bien simple, aucun exemple d'économie de troc n'a jamais été décrit sans parler d'en faire émerger la monnaie. Toute la recherche ethnographique existante suggère qu'il n'y en a jamais eu. Alors, en fait, le troc, alors c'est sympa dans l'imaginaire collectif, mais si vous voulez utiliser du troc pour vraiment faire fonctionner un système économique, vous allez avoir un problème. Le problème, c'est le problème de la double coïncidence des besoins. Et cette double coïncidence des besoins, elle est problématique sur 3 pans. Le premier, le pan spatial. En fait, il faut que vous soyez au même endroit si vous voulez faire du troc. Il faut que la quantité soit équivalente, donc d'où l'image de la petite charrette avec les petites pommes de terre. Si je produis des pommes de terre et que je veux échanger avec quelqu'un qui produit une charrette, il va vous falloir quelques kilogrammes de pommes de terre pour pouvoir échanger la charrette. Donc vous voyez bien que ça ne va pas fonctionner. Et également temporel, c'est-à-dire que c'est exactement au même moment, il faut que j'ai le même besoin que celui qui a un autre service qui m'intéresse à offrir. Donc pour toutes ces raisons, en fait, dans l'histoire, on ne voit pas un système troc fonctionner correctement. Ça ne fonctionne pas. Donc non, il y avait autre chose avant le troc. Donc quand on regarde les proto-monnaies ou les outils qui pouvaient servir de monnaie, alors on en a plusieurs ici. On va dire le plus vieux en système de comptabilité, c'est l'os de l'Ebombo. En fait, l'idée c'était de noter, du coup, pour compter du bétail, etc. Donc ça c'est très très vieux. Et en fait, on a commencé avec la volonté de vouloir compter. Ensuite, on est passé plutôt sur des choses comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle l'étape de crédit. En fait, le crédit est né bien avant les monnaies. Donc déjà, l'idée du troc, on essaye de se l'enlever de la tête. En fait, on était là pour noter sur des tables d'argile combien je devais à qui. Et donc, il y avait des personnes qui tenaient ce registre, entre guillemets, registre dont on reparlera plus tard. Du coup, ici, vous avez aussi ce qu'on appelle une bulle enveloppe. Donc la bulle enveloppe, en fait, on venait prendre des petites pièces, ici, qui représentaient des biens ou des services, et en fait, on venait les sceller dans une bulle d'argile. Donc ça, c'est apparu avant, du coup, l'étape de crédit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, c'était pénible de casser la masse d'argile à chaque fois qu'il y avait potentiellement un conflit où on ne savait plus trop. Donc on venait faire des traces, des empreintes, en fait, des objets qui étaient mis à l'intérieur, on venait les mettre à l'extérieur. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, finalement, en fait, on se sert plus souvent des empreintes qui sont au-dessus plutôt que d'ouvrir celles qui sont en dessous. Et du coup, on est arrivé à ça. Ce besoin de compter, de comptabilité, eh bien, à un moment donné, ça a fait émerger tout simplement l'écriture. On a eu besoin de compter avant de besoin d'écrire. Donc à l'école, à la limite, peut-être que les maths sont peut-être plus importants finalement que le français, je ne sais pas. On peut lancer le débat. Mais en tout cas, c'est apparu bien avant. On a eu besoin vraiment de compter pour savoir qui devait combien à qui. Ensuite, on a eu donc des apparitions de monnaies métalliques en Chine. Il y a eu aussi des papiers, l'origine des monnaies. Vous pouvez avoir des choses un petit peu plus hétéroclites comme les pierres de Yap. Donc là, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'était et comment ce système fonctionnait. Les perles de verre, très utilisées notamment en Afrique. On verra qu'il y a un lien aussi avec tout ce qui est autour de l'esclavage. Et enfin, les premières monnaies frappées de Lydie. Les économistes, les courants économiques, il y en a beaucoup. Alors moi, je ne viens pas du monde économique. Donc quand je me suis intéressé à ça, j'ai vu qu'il y en avait un peu de tous les côtés. Ils ne sont pas toujours tous d'accord. Néanmoins, il y a quand même 3 fonctions de la monnaie sur lesquelles ils s'entendent à peu près. Tous. Les 3 fonctions, intermédiaire d'échange. Donc il faut que je puisse échanger cet outil qui va me servir de monnaie. Il faut que ce soit une réserve de valeur. Et il faut qu'on puisse compter avec cet outil-là. Donc unité de compte. Donc ça, c'est les 3 fonctions de la monnaie, données, en tout cas émises par Aristote. Et encore aujourd'hui, on est d'accord, en tout cas les économistes sont d'accord pour dire qu'une bonne monnaie devrait respecter ces 3 fonctions-là. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que notre monnaie aujourd'hui répond à ces 3 propriétés, enfin ces 3 fonctions? Pas sûr. Mais
ce ne sont pas les seuls pour qualifier de savoir si c'est une bonne monnaie ou pas une bonne monnaie. Il y a d'autres propriétés qui sont intéressantes pour savoir si on a une bonne monnaie ou pas. Est-ce qu'elle est transportable facilement? Est-ce qu'elle est acceptée partout? Est-ce qu'elle est incensurable? Ça, on pourrait discuter du critère est-ce qu'une monnaie doit être ou non censurable. Inaltérable, fongible. Donc fongible, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait de j'ai une pièce d'1 euro, vous avez une pièce d'1 euro, on échange les deux, on ne voit pas la différence, c'est fongible. Infalsifiable, divisible, stockable, rare. Alors rare est souvent lié au critère réserve de valeur. Si vous avez quelque chose qui n'est pas rare, compliqué d'avoir une réserve de valeur. On arrive sur le fait que lorsque je me suis intéressé à l'histoire de la monnaie, il y a quelque chose qui guide tout au long de son histoire, c'est le pouvoir. Cette idée de pouvoir, c'est quelque chose qu'on va voir là au cours des slides qui vont défiler, c'est emprunt tout le temps sur la monnaie. Le pouvoir est toujours lié avec la monnaie. Il y a finalement deux courants, en tout cas moi je l'ai contextualisé comme ça, deux courants pour moi qui s'affrontent entre guillemets sur l'émergence de la monnaie et sur son évolution. C'est d'une part le fait que on a des États, des gouvernements, des empereurs, tous ceux qui sont, on va dire, au-dessus et qui ont le pouvoir de création monétaire. Ils veulent pouvoir contrôler cette monnaie. On va voir par quel biais. Et d'un autre côté, cette volonté d'avoir un outil qui n'est pas manipulable. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se fait avoir. Les coquillages, par exemple, c'est sympa, mais si vous êtes juste à côté d'une plage où vous pouvez avoir plein de coquillages, bah, oui, évidemment, vous avez un avantage certain sur ceux qui ne sont pas à côté de la plage. Donc, il y a plein d'outils, si vous voulez, qu'on a utilisé. Les tables de crédit, à un moment donné, c'est pareil, on peut tricher. Si on n'a pas confiance dans la personne qui est en train d'écrire sur ces tables de crédit, on a un problème. Donc, on vient de faire intervenir aussi le terme, c'est le terme de confiance. Et on verra que l'idée d'une monnaie, c'est sans doute d'essayer de s'extraire de ce besoin de faire confiance. Si l'or a émergé, il a pris du temps, mais si l'or a émergé et a duré aussi longtemps en tant que monnaie ou étalon monétaire, c'est notamment parce qu'il n'est pas manipulable par quelque humain que ce soit. Alors après, on va voir qu'ils ont été quand même assez malins. Ils ont réussi quand même à manipuler la monnaie, même si elle était faite d'or. Outil de pouvoir très efficace. Dès le début, en Lydie, lorsqu'on va chercher les fameuses pièces là, qui sont au milieu, donc qui sont faites d'électrum. L'électrum, c'est un mélange d'or et d'argent. Qui était en fait dans le lit rivière, fleuve, je ne sais plus, Pactole. Et bien du coup, donc c'est Aliates, je crois le premier, qui a qui a imprimé son sceau dessus. Et ensuite c'est Crésus, donc vous retrouvez des termes, des noms et des termes que vous connaissez, Pactole, Crésus. En fait, lui a commencé à notamment faire le système bimétallisme. En fait, il avait de l'argent et de l'or. Et surtout, ces deux souverains se sont dit à un moment donné, plutôt que de prendre le tribut des camps adverses lorsqu'on a gagné une guerre, on va essayer plutôt de récupérer un impôt. Et pour récupérer l'impôt, quelque chose qui est très très pratique, c'est une monnaie. Si vous voulez récupérer un impôt avant, vous ramenez du bétail, etc., tout ce que vous pouviez produire. Mais si vous êtes en capacité d'obliger les gens à payer les impôts dans votre monnaie, une fois que vous contrôlez la monnaie, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez, mais de toute façon, vous savez que ça revient toujours puisque vous collectez l'impôt dans cette monnaie. Je ne dis pas que les impôts sont mal. Je dis juste que c'est plus facile de collecter l'impôt lorsque vous imposez l'outil pour pouvoir le récupérer. Alors, ces monnaies, à un moment donné, on a aussi eu des dérapages, entre guillemets, de contrôle de la monnaie. À quoi pouvait servir cette monnaie? En fait, on a vu juste avant que du coup, c'était un outil de pouvoir. Bah oui, outil de pouvoir, parce que si vous voulez convaincre des gens d'aller mourir sur le front pour vous, et ça depuis des temps immémoriaux, il faut les payer. Ils ne le font pas gratuitement. C'est soit au coup de fouet, soit à un moment donné, vous leur donnez de l'argent. Si on imprime une monnaie, on dit avec ça, tu vas pouvoir aller t'acheter tout ce que tu veux, je vais te payer. Et on va appeler ça la solde. Il va donner le mot soldat derrière. Qui vient aussi d'ailleurs du mot, une des monnaies qui a très très longtemps perduré, c'est le solidus. Donc solidus, solde, soldat, tout ça, ça vient du même mot, de la même racine. Si on s'intéresse à quelque chose, parce qu'on pourrait se dire, mais finalement dans l'histoire, ok, ils ont abusé, mais c'était des temps moyenâgeux, ils faisaient n'importe quoi, quand même maintenant on fait plus n'importe quoi, on est des humains, on a évolué, on fait pas n'importe quoi. On peut regarder les dernières guerres.
regardons les dernières guerres. Qu'ont fait les pays avec leur monnaie pendant les guerres? On était censé avoir à un moment donné un étalon or sur lequel, pendant les guerres, on s'est assis dessus gentiment, parce qu'il fallait fournir l'effort de guerre, donc il fallait imprimer de la monnaie. Alors quand on dit qu'il fallait imprimer de la monnaie, c'est moi qui l'invente, hein, donc là vous avez un article du Monde qui cite du coup recours à l'usage de la planche à billets et à l'emprunt. Mais c'est dans des proportions qu'on n'imagine même pas. Les billets de 5 francs que vous avez en bas à droite, là, donc j'ai grossi la légende, on est passé en 1917 de 50 millions de billets de 5 francs à 122 000 millions en 1918. Donc on n'est pas sûr de, tiens, on va multiplier par 2, hein. On est sur des multiples absolument incroyables. Évidemment, quand vous faites ça avec votre monnaie, derrière, il y a un impact. C'est-à-dire qu'une dévaluation est très très forte sur votre monnaie. En tout cas, si un État n'avait pas la possibilité d'imprimer autant de billets, sans doute, je ne dis pas que les guerres n'auraient pas lieu, mais sans doute que ce serait beaucoup plus compliqué de les financer. Mais vu qu'elle a la possibilité finalement d'imprimer du billet, bah du coup, ils le font. Ce qui est assez paradoxal, enfin, qui n'est pas paradoxal d'ailleurs, qui est assez cohérent, mais c'était dans ces temps-là aussi de dire aux gens, ramenez votre or, et puis nous, on va vous filer des billets, mais des billets qui vont perdre leur valeur très très vite, puisque du coup, on en imprime énormément. Une autre désillusion, entre guillemets, alors, je l'ai dit, hein, je ne viens pas du monde économique, je ne suis pas un historien non plus, je viens du monde scientifique à la base, mais quand je me suis intéressé à tout ça, je suis tombé sur le franc CFA. Alors peut-être que certains l'ignorent, mais le franc CFA fonctionne avec 2 zones en Afrique. Le franc CFA qui vient du terme ancienne colonie française. Ce franc CFA aujourd'hui est encore imprimé en France. Une partie des réserves des banques centrales africaines sont encore en France. Donc en fait, on a encore, malgré le fait que ces pays aient pris une indépendance politique, ils n'ont pas d'indépendance réellement économique. La France a encore énormément de pouvoir, notamment via cette monnaie. Donc cette monnaie qui est comment dire, arrimée à l'euro aujourd'hui, anciennement au franc. Et alors, quand vous vous intéressez à ça aussi, vous remontez un petit peu, puis vous regardez qu'est-ce qui s'est passé finalement, comment ça se fait déjà. Enfin, moi j'étais étonné, ah oui, ok, d'accord, le franc CFA est encore arrimé à l'euro et les réserves sont encore en France. Ok, un peu étonnant. Et alors, vous tombez sur des articles, mais des articles moi, que j'ai trouvé complètement fous en fait en 2024. Alors, c'est pas un article de 2024, mais on les retrouve. Après la dévaluation de 50% du franc CFA, Paris et le FMI ont eu raison des réticences des 14 États du continent noir réunis à Dakar. Alors dis donc, ils n'étaient pas contents parce qu'on leur dévaluait leur monnaie de 50%. Quand même incroyable ça. 1994. 30 ans. C'est pas si vieux que ça. Il y a 30 ans, on a encore des pays finalement qui ont des pouvoirs très forts sur d'autres via la monnaie. La monnaie est un outil de pouvoir. Le pouvoir est toujours associé à la monnaie. Pour la petite anecdote, les bijoux que vous voyez là s'appellent des manilles. Donc les manilles s'échangeaient comme une monnaie d'échange dans ces pays-là. En tout cas, ça pouvait servir de monnaie d'échange. Manille, c'est le même terme que ce qui permettait du coup d'enchaîner les esclaves. Vous tombez au bout d'un moment, alors quand on regarde un petit peu les effets monétaires, etc., on s'intéresse aussi aux États qui finalement prennent une hégémonie sur d'autres. Là, on vient de voir le franc CFA, ok, donc la France avait sans doute un certain pouvoir, et encore un certain pouvoir sur ces pays, mais on pourrait regarder ce qui s'est passé dans le monde. Et donc, il y a une personne, Ray Dalio, qui s'est intéressé à ce qui s'est passé sur les 5-6 derniers siècles. Et en fait, il en a déduit une espèce de cycle qui se répète au sein des pays. Et ces cycles, en fait, commencent par un pays qui émerge, donc avec une direction forte, on a de l'ingéniosité, on met de l'argent dans l'éducation, c'est quelqu'un en France, bien sûr. On a une culture forte, on a une bonne allocation des ressources, bref, on ne fait pas n'importe quoi. On a une bonne compétitivité, on a une forte croissance des revenus. Du coup, on devient prépondérant sur les centres, sur les marchés et sur les centres financiers. Et on arrive à son apogée. Et une fois qu'on est à son apogée, eh bien, du coup, on va commencer à se reposer sur ses lauriers. On dit souvent que les temps faibles forment des hommes forts et les temps forts forment des hommes et des femmes faibles. On s'éparpille, on perd en compétitivité, et du coup, les inégalités commencent à croître. Et on arrive sur la pente descendante. Et en fait, on a observé ce cycle sur tout un tas d'hégémonies monétaires sur les 5-6 derniers siècles. On commence à avoir une dette importante, on fait de l'impression monétaire, on rentre dans des conflits intérieurs, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents,
on perd notre hégémonie monétaire, parce qu'en fait, quand vous abusez de votre pouvoir d'hégémonie monétaire, quand vous abusez de votre pouvoir de créer et d'imprimer de la monnaie, eh bien, au bout d'un moment, on vous fait plus confiance, et donc, du coup, forcément, votre monnaie perd son statut. Direction faible, guerre civile, révolution. Je vous laisse juger du temps dans lequel nous sommes sur ce cycle aujourd'hui. Donc, ces hégémonies monétaires sont représentées sur ce graphique, où vous allez voir, du coup, commençant par la Chine, puis enchaîné par les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, avec la livre sterling, et enfin, aujourd'hui, le dollar américain. Dollar américain qui est aujourd'hui relativement hégémonique, même si on vit sans doute une période de changement bascule. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Un des faits marquants sur la monnaie, à un moment donné, donc, alors, les êtres humains, entre guillemets, donc, cherchent ce moyen non manipulable pour se dire, bah, tiens, ça c'est une bonne monnaie parce qu'on ne peut pas la manipuler, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, donc on fait des essais, des erreurs, des essais, des erreurs. Il y en a une qui, pour moi, à un moment donné, je pense, c'est une espèce d'effet déclencheur en mode oula, là on a franchi une barrière du on fait n'importe quoi. Cette barrière, pour moi, ce sont les réserves fractionnaires. Donc l'histoire des orfèvres, que vous connaissez peut-être ou pas, mais c'était l'idée que plutôt que de conserver notre or nous-mêmes, il faut le sécuriser, c'est pas simple. Donc du coup, on va aller le confier à des orfèvres. On confie notre or, et finalement l'orfèvre nous donne un reçu. Ce reçu, du coup, on va ensuite, petit à petit, pouvoir l'utiliser finalement pour payer. Plus besoin d'aller chercher son or, on a le reçu, et petit à petit, en fait, notre nom va disparaître du reçu, et on va s'en servir comme des billets. Sauf que les orfèvres se sont dit, tiens, c'est dommage, parce qu'il n'y a peut-être que 5 à 10% des gens qui viennent récupérer leur or. Nos papiers, en fait, ils sont super efficaces. C'est-à-dire que l'économie est en train de fonctionner sans même que les gens viennent récupérer l'or. Alors il y en a toujours qui viennent le récupérer, parce que peut-être soit par besoin, soit par manque de confiance dans l'orfèvre de temps en temps. Mais en tout cas, ils ne viennent pas tous. Donc petit à petit, les orfèvres se sont dit, vu qu'on a un stock d'or impressionnant, et puis que les gens ils viennent pour tous le chercher en même temps, du coup on va peut-être commencer à créer plus de papiers reçus que d'or que nous avons dans les coffres. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. En fait, on va créer plus de monnaie que ce que nous n'avions de stock. Ça, c'est ce que je me disais encore il y a encore 1 ou 2 ans. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais finalement, les pièces en or qui étaient utilisées, on sait que tout un tas de souverains se sont mis à tricher sur les pièces en or. Au départ, 99% en or, puis on n'en a pas assez, on va mettre 70%, puis on va dévaluer 50%, etc. Ces petites manipulations ont fait partie, par exemple, des origines de la chute de l'Empire romain. Et en fait, c'était déjà des réserves fractionnaires à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on commençait déjà à tricher, finalement. On avait un stock, mais on en créait beaucoup plus que ce que nous n'avions. Et donc ça nous permettait de créer de la monnaie. Alors évidemment, quand vous le faites trop vite, ça finit par se voir. Et en général, ça finit mal. Notre système, aujourd'hui, fonctionne encore sur les réserves fractionnaires. Mais on est allé encore au-delà. On est allé au-delà parce qu'on s'est dit, les réserves fractionnaires, c'est sympa, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Ceci est tiré d'un document tamponné par la Banque de France. Ceci est la question que je pose à quasiment tout le monde. Donc je dois être très relou parfois, parce que du coup, quand je suis dans le train, dans le métro, dans le car, etc., dès que je vois quelqu'un à côté de moi que je ne connais pas, je lui pose cette question. Alors évidemment, si je sens que ça le perturbe, j'arrête de l'enquiquiner, mais par contre, souvent, ça génère des discussions. La question, c'est, vous empruntez 200 000 € à votre banque pour acheter une maison, avez-vous une idée d'où proviennent ces 200 000 €? La réponse, dans plus de 70% des cas, ça provient de l'épargne des autres qui est reprêtée ensuite. Ok. Dans 20 à 30% des cas, ça provient des gains des marchés financiers, etc. Non. Cet argent que la banque va vous prêter n'existait pas juste avant que vous contractiez le prêt. La phrase qui est ici, donc j'invite M. Kaila à relire les documents de la Banque de France. Un particulier X emprunte 10 000 € à la banque 1 par un simple jeu d'écriture. Le compte de dépôt de X à la banque 1 est crédité de 10 000 €. La monnaie est ainsi créée.
À l'inverse, lorsque vous remboursez, vous détruisez la monnaie. Entre les deux, il y a quand même un petit facteur qui est un tout petit peu ennuyeux, ce sont les intérêts. Ce simple facteur d'avoir des intérêts qu'on doit rembourser, c'est entre guillemets problématique. Alors problématique dans le sens où si votre économie ne croît pas, ce modèle ne fonctionne pas. Si j'emprunte 1000 € à quelqu'un et qu'il faut que je rembourse 1100, il faut que je trouve ces 100 € quelque part. Et donc si je n'ai pas une autre personne qui va refaire un crédit à 1000 €, qui va me passer ces 100 € sur ces 1000 € pour que je puisse rembourser, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc là, on va dire qu'il est sympa, il le fait. Mais cette personne maintenant n'a plus que 900 € dans les poches et doit rembourser elle-même 1100 €. Donc trouver 200 €, etc., etc. Si on nous parle de croissance en permanence, je pense que c'est notamment lié au fait que notre système monétaire fonctionne seulement s'il grossit. Si nous n'avons pas de croissance économique, notre monnaie va se tuer, enfin va mourir petit à petit. Je suis désolé si ça va vite, d'habitude je prends plus de temps, mais pour expliquer ça. Revenons à nos hégémonies monétaires. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc alors je suis désolé pour les bitcoiners qui seraient dans la salle, c'est des redites et des redites. 1944, les accords de Bretton Woods, les Américains sont les grands gagnants, parce qu'ils ont prêté de l'argent à tout le monde, aussi bien d'un côté que de l'autre, au passage. Et du coup, ils vont proposer, lors de Bretton Woods, je dis proposer parce que je ne voudrais pas être traité de complotiste, ils vont proposer du coup à ce que finalement les monnaies, donc de la France et autres, soient convertibles en dollars et le dollar convertible en or. En expliquant, d'ailleurs avec raison, que en fait ces pays-là ont fait n'importe quoi. On est passé de 50 millions à 122 000 millions de billets de 5 francs. Donc on leur dit, vous pouvez pas faire ça les gars, enfin c'est pas possible. Donc, les gars les filles, pardon. Donc, eh bien on va se charger de l'étalon. Donc à ce moment-là, en 1944, les États-Unis détiennent un stock d'or absolument immense. Ils prennent l'hégémonie monétaire. Et ils imposent à tous les autres pays, entre guillemets, on fait un contrat, et on passe par le dollar pour les réserves. Dans les années 60, le général de Gaulle commence à dire, dis donc, il y en a marre. Parce qu'on a l'impression que les Américains font comme les orfèvres. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'imprimer plus de reçus que ce qu'ils n'ont de stock d'or. Donc ça ne nous va pas. Donc la légende dit que M. de Gaulle aurait demandé à rapatrier à un moment donné l'or dans les banques. D'autres pays ont emboîté le pas. Et donc ça, plus la guerre au Vietnam, les États-Unis commencent à être embêtés. Parce que vu qu'ils avaient un certain stock d'or, mais qu'ils avaient imprimé beaucoup plus de dollars, quand les pays commencent à réclamer les dollars pour récupérer de l'or, ça coince. Parce qu'en fait, les réserves, elles vont fondre très vite. Donc, M. Nixon, en 1971, décide que l'étalon or, donc la seule corde de rappel physique sur la monnaie qui existe en 1971, s'arrête. Nixon déclare que l'étalon or, c'est terminé. Donc, on n'a plus de limite physique. On va évaluer les monnaies les unes par rapport aux autres. Là où je trouve que ça devient très intéressant, c'est quand on regarde ce qu'ont fait les Américains à ce moment-là. Ils viennent de passer 30 ans avec une hégémonie monétaire et ils vont la perdre. Ils n'ont plus l'étalon or, donc on peut craindre un petit peu de ce qui va se passer. Et là, à ce moment-là, moi je prends ça comme un coup de génie, d'autres appelleront ça différemment. Mais en 1974, ils font les accords avec l'Arabie Saoudite sur le pétrole. Et ils vont gentiment, doucement, imposer au monde entier d'acheter le pétrole en dollars. En faisant ça, ils changent l'étalon or par l'étalon pétrole. Tout le monde a besoin du pétrole. Si tout le monde achète du pétrole en dollars, on s'assure que tout le monde utilise du dollar. Et quid pour la suite? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en 2024, les accords avec l'Arabie Saoudite ont été arrêtés. Maintenant, l'Arabie Saoudite peut vendre du pétrole dans d'autres monnaies et d'autres pays lui ont emboîté le pas. Alors, regardons un petit peu des courbes sur la monnaie. Masse monétaire. Donc alors M2 correspond au dépôt à vue et les crédits à court terme. Certains pourront en parler bien mieux que moi ici, parce que je ne suis pas économiste. Mais l'idée, c'est de voir un petit peu la tendance. Comment va la monnaie? Alors, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de mathématiques, mais on appelle ça une tendance exponentielle, pour celle du haut. D'accord? La deuxième est une courbe que je trouve aussi très intéressante, qu'on appelle la vélocité de la monnaie. La vélocité de la monnaie, c'est sa capacité à tourner dans l'économie. En fait, d'ailleurs, c'est des petites vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, par exemple, c'est pour faire fonctionner une économie, une petite économie, vous pouvez prendre un billet de 20 €, hein,
un seul billet de 20 € va pouvoir vous faire tourner une petite économie. Si le billet de 20 € passe de main en main en une journée, parce que j'ai besoin d'aller acheter quelque chose au boulanger, le boulanger va aller voir le garagiste va aller voir le boucher, ce billet de 20 € va circuler, et plus il circule, plus il participe à l'économie, et donc je n'ai qu'un seul billet de 20 €. Hein. J'en ai pas 3 pour payer ces 3 services, j'en ai qu'un seul. Par contre, mon billet, il circule relativement rapidement. Plus vos billets circulent vite, plus votre économie est florissante. Il n'y a pas besoin de beaucoup de monnaie. Il faudra peut-être l'expliquer à certaines personnes, ça d'ailleurs, qu'on imprime beaucoup. Et donc on voit que depuis les années 90, la vélocité de la monnaie, elle s'effondre. Elle est en train de remonter. Je suis mauvaise langue. La dette publique. En dessous, alors vous dites, mais que vient faire la dette publique sur une conférence sur la monnaie? On a expliqué tout à l'heure que la monnaie, elle était créée lorsqu'on faisait un crédit. Eh bien, les États font la même. Hein. C'est-à-dire que plus ils s'endettent, plus on crée de monnaie. Mais du coup, plus on crée de monnaie, plus on s'endette. Et donc, les dettes s'envolent. On n'a jamais eu autant de dettes. La dette n'est pas un problème tant que les taux d'intérêt diminuent. Sauf que ça faisait 40 ans que globalement, les taux d'intérêt diminuaient. Sauf que l'inflation est arrivée. Et là, maintenant, c'est la fête. Les taux d'intérêt remontent. Sauf que les dettes sont au plafond. Bon. Alors évidemment, on est des humains et on trouve des produits innovants. Donc, on va inventer une nouvelle monnaie, quelque chose qui va révolutionner la monnaie. Alors, pourquoi on voudrait révolutionner la monnaie? Tout d'abord parce qu'il y a des pays qui connaissent beaucoup de problèmes sur la monnaie. Donc à gauche, des inflations monétaires, donc qui sont parfois au-dessus de 100%. Donc oui, quand vous grognez, vous, petits Français, parce que vous avez eu 10% d'inflation, sachez que dans d'autres pays, du coup, les inflations sont beaucoup plus importantes. Je ne néglige pas les 10% d'inflation que nous avons subis. Je dis simplement que dans d'autres pays, la situation n'a rien à voir. C'est bien pire que ce que nous connaissons, et bien plus problématique. Pour ça, les banques centrales, du coup, sont en train de faire un petit peu de forcing, du coup, sur les MNBC, monnaie numérique de banque centrale. Youhou! Vive la monnaie numérique de banque centrale. Alors, si on s'intéresse à la monnaie numérique de banque centrale, numérique signifie en gros programmable. Je peux programmer ce que je veux avec la monnaie numérique, tout comme on peut le faire avec Bitcoin de passage. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc, je programme ma monnaie. Très bien. Alors, ce que je dis en France aux gens, je ne sais pas si la monnaie numérique de banque centrale sera mauvaise. Ce que je dis, c'est que c'est un potentiel danger. Et alors l'image que j'aime bien mettre là-dessus, c'est celle du collier. En fait, imaginez qu'on vous donne un collier, et on vous dit ce collier, il n'est pas programmable, je ne peux rien y faire avec. Donc vous le mettez autour du cou, de toute façon c'est un bout de tissu, ok. Vous mettez un collier programmable, là c'est un petit peu différent, parce qu'en fait je peux en faire ce que je veux de ce collier. Alors oui, si j'ai des gens sérieux à la tête du pays des banques centrales, etc., on peut se dire, on le met le collier. Oui, mais que se passe-t-il si à un moment donné, ces dirigeants décident que votre collier, en fait, va vous envoyer des petites décharges quand vous faites des trucs avec lesquels ils ne sont pas d'accord? Et bien là, je ne suis pas certain que vous allez le prendre, le collier. Et en fait, pour moi, le danger, c'est non pas ce que veulent faire aujourd'hui les banques centrales de cette monnaie numérique de banque centrale, c'est qu'est-ce qu'elles pourraient en faire. Et en fait, une fois qu'on a le collier autour du cou, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va utiliser la monnaie numérique de banque centrale, bien malin celui qui pourra s'en défaire. Parce que si vous voulez sortir de la monnaie aujourd'hui, bon courage. Enfin, si vous voulez sortir de l'euro, les bitcoiners le savent, c'est pas si simple. Alors les risques des monnaies numériques de banque centrale, surveillance de masse, on pourrait tout surveiller. Je ne dis pas qu'elles vont le faire, je dis qu'elles pourraient le faire. Surveiller toutes les transactions. Elles pourraient imprimer, mais bien plus facilement que ce qui est fait aujourd'hui, parce que du coup c'est des boutons, c'est des chiffres. On pourrait flécher les aides financières. Il y en a qui nous diraient ce serait pratique. Oui, alors ça dépend si on est d'accord avec le fléchage ou pas. Et on pourrait censurer très facilement. Pour rappel, dans certains pays, une des façons très efficaces de faire taire un parti d'opposition, c'est de fermer les comptes bancaires. Alors avec une monnaie numérique de banque centrale, super facile à faire ça. On en vient au sujet pour lequel peut-être vous êtes venu, Bitcoin. Alors, dans mes conférences, j'indique souvent, qu'on soit d'accord ou pas avec moi, je m'en fiche, que dans l'univers crypto, 95% ce sont des arnaques.
J'explique aux gens que Bitcoin, c'est pas de la crypto. Il ne faut pas confondre les deux. Alors oui, c'est une crypto-monnaie, mais si vous mettez dans le même sac les crypto-monnaies, les cryptos, moi je préfère appeler ça des cryptos, et Bitcoin, c'est qu'il y a un truc que vous avez loupé. Je ne dis pas que dans la crypto, tout est mauvais. Il y a peut-être des projets qui pourraient être intéressants, etc., et qu'il faudrait creuser. Mais déjà, ça n'a rien à voir, dans 99% des cas, avec de la monnaie. Donc arrêtez, s'il vous plaît, d'appeler ça des crypto-monnaies. Ça n'a aucun sens. Enfin, moi, je ne comprends pas. Enfin, si, je comprends bien. Bitcoin était la première. On l'a appelé une crypto-monnaie. On a dit, c'est une crypto-monnaie. Ensuite, la deuxième est arrivée. On a fait, c'est quoi? Ça ressemble à Bitcoin. C'est une crypto-monnaie. Non, mais Ethereum n'a jamais eu pour volonté d'être une monnaie. Donc pourquoi on appelle ça une crypto-monnaie? Bon. Donc, ce sont deux choses très différentes. Je l'ai dit, que c'était une arnaque dans 95% des cas. Donc je ne fais pas la promotion de tous les projets crypto. Petite slide très rapide. Bitcoin, certains connaissent la date de naissance, fin 2008, début 2009. Sachez qu'en fait, l'histoire de Bitcoin, c'est bien plus vieux que ça. Alors c'est bien plus vieux que ça dans le sens où en fait, pour arriver à Bitcoin, il a fallu tout un tas d'étapes. Donc blockchain, proof of work, peer-to-peer, essais, bimonnaie, etc. Il y a eu plein d'essais pour créer, entre guillemets, cette espèce de monnaie non manipulable et non contrôlable par des entités centralisées. Donc je ne m'étale pas là-dessus, mais sachez qu'il y a toute une histoire très très intéressante, et j'en profite. Il y a un podcast sur les origines de Bitcoin, fait par monsieur Urban Tech, que je vous invite à aller écouter. Un petit graphe, pour expliquer aussi quelque chose. Alors j'aimerais bien que les médias s'en emparent. Alors peut-être pas de ce graphe, je suis désolé, c'est très artisanal, mais ça a le mérite d'exister. C'est la différence entre ces trois mondes. Alors, vous avez des petits bonhommes, c'est nous. Vous avez des petites clés, c'est pour accéder à votre coffre, à votre argent. Et vous avez des outils. À gauche, ce que j'ai appelé des blockchains DPS. Alors oui, certains vont dire DPS, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, la blockchain, quand on me dit la blockchain, c'est incensurable, etc., c'est génial. Je dis oui, ça dépend laquelle, quoi. Parce que bon, il y a des blockchains, on n'est pas là-dessus, quoi. Alors du coup, je rajoute maintenant un suffixe DPS, décentralisé, public, sécurisé. Voilà. Si vous avez une blockchain décentralisée, publique et sécurisée, et là on pourrait débattre longtemps sur quelles sont les blockchains qui seraient dans ce type-là, alors on peut parler de ce que moi j'appellerais une vraie blockchain. Donc j'ai mis Ethereum pour ne pas fâcher les cryptophiles, et j'ai mis Bitcoin. La clé, c'est vous qui l'avez. Si vous voulez accéder à vos fonds sur Bitcoin ou sur Ethereum, vous avez la possibilité d'avoir la clé de votre coffre dans lequel se trouvent vos fonds. Les exchanges à côté sont les entités qui se font le pont entre notre monde classique bancaire et les blockchains. Ces entités ne sont pas le monde de la crypto. Le monde de la crypto, il est là. À chaque fois que vous avez un scandale, que vous en entendez parler à la télé, qu'on vous dit les cryptos, c'est surtout des arnaques, etc., dans beaucoup de cas, ça vient d'ici. Donc le problème, c'est le pont. Et évidemment, le pont, quand vous créez un compte sur Binance, Coinbase, etc., je ne sais pas combien je peux en citer, le problème, c'est que c'est eux qui détiennent la clé. Et donc, ils en font ce qu'ils veulent. Donc parfois, ils sont sérieux, parfois pas. Dans le doute, récupérez la clé, venez vers la gauche. Ce qui n'est pas si simple. Dans le monde de la banque classique, les pièces et les billets sont du cash. Vous détenez vraiment la clé. C'est vous qui avez la pleine possession de votre argent. Par contre, dès qu'il est dans une banque, c'est la banque qui a les clés. Je ne vais pas demander de lever la main à ceux qui se seraient fait bloquer des virements bancaires ou autres, etc. Mais sachez que parfois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut de son argent. Pour définir Bitcoin, une des images que j'ai empruntées au livre de Daniel Villamontero, il est prévenu, il le sait, c'est un livre. Si vous deviez donner une définition à quelqu'un de Bitcoin, c'est un livre, un registre de transactions. Ni plus, ni moins, entre guillemets. Alors après, on peut rentrer dans les détails techniques. Mais Bitcoin, c'est simplement toutes les transactions depuis le début qui sont notées dans un registre. Et ce registre, on le retrouve de manière décentralisée un petit peu partout dans le monde. Bon, je passe le côté technique. Je n'ai qu'une heure sur ce qu'on appelle la blockchain, la chaîne de blocs, etc., comment c'est organisé. Sachez qu'il y a un problème que cherchent à résoudre les fameuses blockchains. C'est le problème du trilemme de la blockchain. C'est d'être à la fois scalable, ça veut dire être en capacité de faire un très grand nombre de transactions par seconde, d'être très sécurisé, d'être très
très décentralisé. Il n'y a pas une blockchain aujourd'hui qui arrive à faire ces trois-là, pas à ma connaissance. Bitcoin a choisi d'être en bas. Sécurisé, décentralisé. La scalabilité, on réserve ça à ce qu'on appelle des surcouches. La surcouche, elle est ici. Alors, je ne sais pas si Valentin est arrivé. Mais Valentin, ce matin, lors d'une émission, du coup, indiquait qu'effectivement, 7 transactions par seconde, attendre 10 minutes pour avoir sa transaction Bitcoin de confirmer, c'est long. Un marchand, un commerçant ne va pas vous attendre 10 minutes si vous fonctionnez avec Bitcoin. En fait, pour que votre transaction soit confirmée sur Bitcoin, il faut attendre au moins 10 minutes, voire plus dans certains cas. Enfin, c'est une moyenne, 10 minutes. Mais en fait, on a des surcouches au-dessus, notamment celle qu'on appelle le Lightning Network, et qui, elle, fonctionne à 100 000 transactions par seconde. Et de mémoire, Visa, c'est 10 000, 15 000 aux alentours. Décentralisé parce que le registre, le livre dont je vous parlais tout à l'heure, avec toutes les transactions, il est disponible en fait sur 20 000 nœuds, à peu près, publics, sachant qu'il y en a certains qui sont privés, dont on ne connaît pas, donc il y en a sans doute beaucoup plus que 20 000. Mais ce registre, il est disséminé un peu partout sur la planète. Alors, un peu partout, quand même très en Occident, enfin dans les pays occidentaux, et du côté de l'Asie où les marchés financiers fonctionnent quand même très très bien. Mais on peut en voir un petit peu partout dans le monde. Je ne peux pas rentrer dans le détail de Bitcoin ce soir. L'idée, c'était de vous faire comprendre que notre monnaie a sans doute quelques lacunes, et que Bitcoin cherche à répondre à certaines de ces lacunes. Et que de toute façon, je ne vois pas comment, après 5 ou 6 ans de recherche, vous pourriez balayer ça d'une seule main. Pour moi, c'est impossible. Si vous vous intéressez un tant soit peu à Bitcoin, à un moment donné, il y a forcément des sujets où vous allez vous dire, quand même, il y a quelque chose à creuser. Dans Bitcoin, du coup, on parle parfois de portefeuille. Donc, c'est votre portefeuille crypto, c'est là où vous avez vos cryptos, portefeuille Bitcoin, là où vous avez vos Bitcoins, en tout cas la capacité de les dépenser à l'aide de votre clé, sachant que les bitcoins, vous ne les avez pas vraiment dans la main. Hein. Les mineurs, qui sont ces entités qui sont là pour sécuriser la blockchain. Alors, ils ne le font pas juste pour le bienfait de sécuriser la blockchain, ils le font parce qu'il y a un intérêt économique. Et je vous encourage également à creuser à quoi cela peut-il bien servir, au-delà de Bitcoin. À quoi peuvent bien servir les mineurs de Bitcoin, qui achètent de l'électricité. Les relais Lightning, pour faire fonctionner le Lightning Network, les nœuds archives, les validateurs et relais. Donc un validateur, c'est quelqu'un qui détient toute la blockchain Bitcoin et qui fait transmettre les transactions. Et enfin, un petit portefeuille Lightning pour les utiliser, notamment avec la boulangère. Je ne sais pas si j'ai été trop rapide, pas trop rapide, j'ai aucune idée du temps. Normalement, cette conférence, elle dure plus de 2 heures. Je m'étale en long et en large sur toutes les slides. L'idée de ce soir, c'était de vous faire un espèce de petit panorama, juste pour vous dire également que le nombre de sujets que vous pouvez ouvrir lorsque vous parlez de Bitcoin, ce nombre de sujets est très important. Qu'on parle de censure, de bancarisation, sur toutes ces problématiques-là, les problématiques aussi entre pays, c'est-à-dire qui prend le pouvoir sur l'autre. Sur tous ces sujets-là, vous pouvez vous intéresser à Bitcoin pour essayer de comprendre à quoi Bitcoin cherche à répondre. Et vous ne pourrez pas y répondre en 1 heure. C'est absolument impossible. Donc l'idée de ce soir, c'était de vous montrer que notre monnaie est sans doute malade. Elle est malade parce que quand on voit les courbes mathématiques sur la masse monétaire, la vélocité, on voit bien qu'il y a un problème. Bitcoin n'est sans doute pas parfait, c'est même sûr et certain, mais c'est une alternative sur laquelle il serait bon de se pencher pour essayer de savoir si Bitcoin est mieux ou pas que notre monnaie. Je vous remercie.